Bonjour mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir de se retrouver sur le quai, même masqués, et je remercie nos trois invités d'être venus ce soir. Alors, trois invités françaises d'origine multiple. C'est très intéressant parce qu'on va parler, je pense, d'identité. Sarah Chiche est psychologue clinicienne et psychanalyste. Elle a publié plusieurs essais. Notamment, vous auriez pu assister à la discussion avec Frédéric Pajac tout à l'heure, puisqu'on a parlé de Pessoa, et que vous avez écrit sur un des hétéronymes, sur Bernard de Soares, qui est un des hétéronymes de Pessoa. Ensuite, vous avez écrit deux éloges, un de l'égarement et l'autre de la dévoration. C'est à propos de textes, ce sont des préfaces à des textes de Freud et de Zweig. Je passe. Et un premier roman, L'Inachevé, un second, L'Emprise, ça c'était 2008 et 2010. Et puis en 2019 et 2020, deux romans, Les Enténébrés et Saturne. Les Enténébrés a reçu le prix de la Closerie des Lilas et Saturne est sorti au mois d'août. L'encre est à peine fraîche, à peine sèche. J'ai vu qu'un mot-clé, c'était, trois, amour, peur et douleur. C'est pas très gai, mais il y a aussi des moments gays et on va en parler tout à l'heure. Karine Silla, née à Dakar, vous la connaissez, elle est actrice, réalisatrice, scénariste et écrivaine. Elle vient comme écrivaine aujourd'hui, mais vous l'avez vue dans une vingtaine de films, de téléfilms, de séries. On a vu ses films, les films qu'elle a réalisés, Un baiser papillon et Le Père Noël est africain. Scénariste de Peau d'ange de Vincent Perez. Et comme romancière, Autour du soleil en 2016, L'absente de Noël en 2017, et puis, juin 2020, Aline et les hommes de guerre. On pourrait parler de féminisme anticolonialiste, notamment. Fatima Das aura 25 ans au mois d'octobre. Elle a fait des études de lettres et un master en creative writing à la Sorbonne. Elle a été repérée, c'est lors de votre travail de master que vous avez été repérée par son éditrice de chez Notabilia qui est venue vous proposer de publier ce livre. Donc ce premier roman est un travail que vous avez commencé à 23 ans, 22-23 ans, et qui paraît aujourd'hui, qui a retenu beaucoup l'attention, et c'est aussi une question d'identité. Comment concilier en soi ce dont on a hérité et ce qu'on croit choisir. Alors, le thème de cette rencontre, c'est portraits de femmes. Mais vous n'avez pas écrit des portraits de femmes, vous avez écrit des romans. Et on va parler de romans et de littérature. Je vais commencer avec Sarah Chiche parce que j'ai une petite raison personnelle, c'est que le 4 mai 2019 à 16h, je recevais Sarah Chiche et Marielle Massé, pour parler sur le thème « Se reconstruire ». C'était au Salon du Livre de Genève. Marielle Massé avait publié un livre très intéressant et étrange qui s'appelle « Cabane », que je vous recommande, et Sarah Chiche, « Les Enténébrés ». Et à la sortie de cette séance, s'est produit un événement que vous allez nous raconter, qui est relaté dans le livre et que vous allez nous raconter. Que s'est-il passé ? Eh bien, à la suite donc de cette rencontre avec Marielle Massé que vous animiez, j'ai signé quelques livres quand tout à coup, une dernière personne est venue à ma rencontre, m'a dit je sais qui vous êtes, mais je ne vous connais pas, mon nom ne vous dira rien. Mais maintenant que je vous vois, je le revois lui, je revois ce monde perdu. Parce que vous avez son sourire, j'ai connu votre père et votre oncle et vos grands-parents, c'était à Alger. Et là, le sol se dérobe sous mes pas, et comme dans ces moments où vous savez, la vie devient trop grande pour nous, et que passé, présent et futur, tout ce télescope se superpose. Et donc, passer la sidération profonde, dans laquelle cette rencontre que je n'attendais pas, qui ressemble à une mauvaise blague, parce que je travaille depuis un certain temps sur la question de la mélancolie, de la perte et des fantômes, et donc cette femme surgit de nulle part, qui arrive avec cheveux blancs, ses yeux bleus. Voilà, au début je me suis dit mais c'est pas possible, c'est une blague. Et donc passé la stupeur et la sidération, je me suis souvenue de cette promesse
faites les nuits d'enfance pour affronter la solitude et le désespoir et reformuler à l'entrée dans l'âge adulte et reformuler année après année, de raconter au fond cette histoire, parce que Saturne, il était fort probable que je ne l'écrive jamais, alors que pourtant, depuis l'enfance, j'étais requise par ce livre-ci, bien plus que par tous les autres. Requise. Oui, assignée en quelque sorte. On parlait d'identité, alors voilà, cette assignation-là, oui, au fond. Mon père est mort fort jeune, comme ça arrive parfois, d'une leucémie. Il avait 34 ans. Et les derniers jours de sa vie, eh bien, il ne pouvait plus parler. Il était intubé et donc on lui donnait une ardoise pour écrire. Et vous savez, on fait comme on peut. Et donc, je me suis fabriqué une fiction comme quoi, à son ultime geste d'écriture à lui, il fallait que je réponde, que je tente de répondre de livre en livre par l'écriture. Donc, parce que la dernière chose qu'il a écrite... Ma femme, ma fille. Voilà. Et donc, quand cette dame, au salon du livre de Genève, le 4 mai 2019, cette dame surgit d'un monde perdu. Le monde de l'Algérie, le monde de la colonisation, un monde dont je ne voulais plus du tout entendre parler, au fond. Quand elle est venue à ma rencontre, là, ça s'est imposé. Et c'est donc le résultat Saturne, voilà. Mais Saturne, d'une certaine manière, est la suite des Enténébrés. Alors, il y a des lecteurs qui me disent que oui, mais moi je les pense de façon tout à fait différente, comme si au fond c'était pas la même... Bon, c'est bien la même personne qui les a écrites, mais pour ainsi dire, c'est tout de même pas la même personne. C'est-à-dire que certes, les gens qui ont lu Les Enténébrés pourront trouver des points de passage, comme dans les histoires de fantômes. Vous voyez, tout à coup, vous ouvrez une porte où, si on imagine que la page est un miroir, vous regardez ce miroir et vous pourrez plonger peut-être d'un livre à l'autre. Mais pour moi, ça s'arrête là. L'énonciation est vraiment tout à fait différente. Les enjeux sont différents. Dans Les Enténébrés, c'était vraiment la question de la transmission du mal et des différents types de biens, amour du monde, amour sexuel, amour maternel, amour filial, pour tenter de faire face au mal. Dans Saturne, c'est vraiment, tel que je l'ai conçu, un roman sur nos deuils et nos hantises, et comment nous vivons en permanence avec nos morts, dans nos morts. Comment il se fait que, face au deuil, bon, on a tous perdu quelqu'un et tous ceux qu'on aime, voilà, on les perdra un jour. Ben, face au deuil, certains d'entre nous le traversent, dans la douleur, la colère, l'affliction, et s'en remettent. Et puis d'autres ne s'en remettront jamais. Mais ils ne veulent surtout pas s'en remettre. Ils ne veulent pas être séparés de la chose perdue. Ils veulent continuer à cheminer en permanence avec leur mort, dans leur mort. Et c'est ça qui les rend heureux. Et donc, c'est ce que j'ai voulu raconter. Merci. Karine Sylla, vous avez écrit un livre qui commence par une lettre à votre père. Les pères sont vraiment très importants dans vos 3 livres, de manière très différente. Mais c'est un livre qui raconte l'histoire d'une femme. Est-ce que vous pouvez nous la situer en quelques mots? Oui, alors Aline est une jeune femme courageuse, vaillante, qui ne peut absolument accepter en fait l'humiliation et l'oppression de son peuple. Elle vient d'une tribu qui s'appelle les Diola, qui sont une tribu qui a une vénération pour la terre, pour la justice, et en fait donc Aline, cette jeune femme, a du mal à supporter et continuer à vivre en voyant son peuple opprimé. Donc on l'appelle au Sénégal la Jeanne d'Arc africaine, parce qu'elle commence par entendre des voix et qui lui demandent de rentrer chez elle en Casamance, alors qu'elle était bonne à Dakar, pour aider son peuple à se révolter contre l'administration coloniale. Et cette jeune femme, à 19 ans, est sacrée reine de Casamance. Elle aura un destin extrêmement rempli pour le peu d'années qu'elle aura à vivre. Et voilà, et donc en fait j'ai voulu raconter le destin de cette femme, parce qu'on entend souvent
J'ai entendu parler on s'est construite sur des gens qui se sont battus avec courage contre l'oppression. Aline Sitoé Diatta en fait partie de ces femmes et on n'en a jamais parlé en fait, outre le Sénégal. Comment est-ce que vous êtes arrivé à avoir envie d'écrire cette histoire? Comment est-ce que vous l'avez rencontrée? Écoutez, je l'ai rencontrée d'abord dans un souvenir d'enfance, parce que je traversais le Sénégal avec mon père pour aller sur le chevet de l'arrière de la grand-mère de mon père qui avait 113 ans. Et donc j'ai vu cette femme allongée qui était transparente en fait, tellement elle était maigre et elle parlait plus, elle respirait à peine, mais elle vivait encore. Et pendant ce long trajet avant d'arriver à son chevet, je regardais comme ça silencieusement par la route et mon père m'a dit gentiment que j'avais un port de reine et que je lui faisais penser à cette Jeanne d'Arc, africaine. Et donc, parce que je défendais mes petites idées alors que j'étais si petite. Et il m'a parlé de cette Aline Sitoé Diatta. Et elle est restée quelque part enfouie dans mon souvenir. Et pendant que j'écrivais mon 3e roman, en fait, elle a ressurgi comme ça dans ma mémoire. Et puis, à partir du moment qu'elle a ressurgi dans ma mémoire, j'ai commencé à avoir des signes d'elle partout. En fait, j'ai croisé le passage de sa fille. Quelques moments, j'ai fait une traversée d'un bateau et tout d'un coup, j'ai vu son nom, Aline Sitoé Diatta en grand. J'ai commencé à avoir des signes sur le personnage qui a commencé à me hanter. Et voilà. Il n'existe pas de biographie d'elle. Il n'en existe pas. Non. Il existe. Par contre, elle est très présente. Par exemple, en Casamance, il y a cette image qui est dans le bureau du maire de Ziguinchor. Il y a des statues, toutes les jeunes filles, tout le monde sait qui est Aline Sitoé Diatta au Sénégal. Donc je suis vraiment même étonnée parce que en fait, la France occupait le Sénégal jusqu'en 1960. Et en fait, elle a été volontairement étouffée, sa mémoire. Et donc, donc à l'heure où on est là et on conteste en fait certaines statues. Je suis tombée en fait dans un moment où je pensais qu'il était bien de pouvoir parler d'elle. Et vous avez commencé par une lettre à votre père. J'ai commencé... Oui, cette lettre m'a surprise en fait, parce que je ne pensais pas du tout lui écrire. J'étais vraiment dans ce trajet, parce qu'en fait, l'homme avec qui je fais ce voyage, que j'appelle mon père, est en fait mon père adoptif. Et le père, en fait, à qui j'écris, c'est le père que je n'ai jamais connu. Et en fait, en écrivant ce livre et pendant l'écriture de ce livre, je rencontre donc mes ancêtres qui sont donc les Diola. Parce que le père qui m'a élevée est Wolof, alors que mon père d'origine est de Casamance et il est Diola. Donc vous retrouviez la lignée. Je retrouvais la lignée, un peu malgré moi, un soir. Donc je lui ai écrit cette lettre, alors que ce n'était pas vraiment le but du livre. Vous avez le sentiment d'être Diola? D'être Diola? Non, j'ai le sentiment d'être... En fait, j'ai compris, en fait, pour rebondir sur ce que disait Sarah Chiche, en fait, les Diola et beaucoup d'ethnies en Afrique considèrent que nous sommes multiples et que, en fait, nous sommes nos ancêtres et qu'il n'y a pas de fin en soi de la vie, qu'on est un perpétuel, en fait, voyage. Et donc, à travers, en fait, Aline Sitoé, j'ai certainement reconnecté avec l'ancêtre de mon père. Fatima Das, vous avez écrit ce livre comme une première œuvre. C'était pas une première œuvre au départ, c'était un travail, et puis c'est devenu une proclamation d'identité ou une profération d'identité. À chaque paragraphe, vous commencez par votre nom. Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre par là? En fait, j'ai commencé à écrire ce texte pendant mes études en master de création littéraire. Et le premier texte que j'avais écrit, c'était sur mon rapport à l'islam, parce qu'on travaillait sur les contre-fictions liées à l'islam. Et j'avais un enseignant qui m'avait dit « Mais en fait, ton projet, il est là, il faut que tu arrêtes le reste et il faut que tu creuses ce texte. » Et j'avais refusé, j'avais dit que c'était pas ça que j'avais envie d'écrire. Et puis finalement, en fait, je n'ai pas eu le choix parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que j'écrive. Et c'était comme une urgence de parler de cette foi, des contradictions.
Et ce roman, il est important pour moi parce que j'ai l'impression qu'il fait exister des choses qui sont très opposées. Par exemple, l'homosexualité, l'islam, mais aussi le fait d'être française, d'origine algérienne, de ne pas se sentir à sa place en France, qu'on nous renvoie à l'Algérie, ou quand on est en Algérie, d'être renvoyé à la France. Mais aussi de venir de Clichy-sous-Bois, donc Clichy-sous-Bois qui est une ville où les émeutes de 2005, les révoltes urbaines ont commencé, et qui a créé plein de fantasmes, et qui est très symbolique comme ville. Et donc Fatima, ce personnage-là, c'est à la fois une élève qui a de bons résultats, mais qui n'est pas très sage. Et tout au long du roman, elle se cherche, elle questionne l'amour amoureux, l'amour au sein de sa famille. Et elle essaye de faire exister ces contradictions. De concilier toutes sortes d'identités qui sont en partie contradictoires, mais dans lesquelles elle doit trouver un ciment, entre lesquelles il faut trouver un ciment. Comment est-ce qu'elle s'y prend ? Eh bien, elle cherche des réponses, mais elle ne trouve pas forcément de réponses. Par exemple, concernant sa foi, elle refuse en fait de faire un choix entre sa croyance et son homosexualité. Donc elle est pratiquante. Elle n'est pas seulement croyante, elle est pratiquante. C'est juste. Et homosexuelle. Elle est homosexuelle, elle est croyante, elle est pratiquante. Et il y a un moment où elle se dit, en fait, c'est pas possible. Enfin, j'arrive pas. On me rappelle que c'est pas possible chez moi, la famille. On me rappelle que c'est un péché et que ces deux identités-là ne peuvent pas cohabiter. Et donc, il y a plusieurs passages où elle va voir des imams. Pour trouver des réponses, mais en même temps, elle sait bien qu'elle aura la réponse qu'elle connaît déjà. Et du coup, elle se prend des murs, et à la fois, elle se prend des murs aussi dans ses relations, parce que la seule personne qu'elle arrive à aimer, Nina, c'est une personne qui n'arrive à rien lui donner. Donc, tout au long du roman, elle essaie de se construire avec des contradictions. Donc c'est un portrait en mosaïque. Alors je vais vous demander si vous êtes d'accord de lire chacune un passage de votre livre. Vous voulez bien commencer, Fatima ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Fatima Daas. Avant de m'autoriser à écrire, je satisfaisais les attentes des autres. Après le lycée, je vais en Hippocagne, en classe préparatoire de lettres. C'est ce que les bons élèves font. Ils vont en médecine, en prépa ou à Sciences Po. Pendant plusieurs mois, j'imite mes camarades de classe. Je dois travailler plusieurs heures après chaque journée de cours, apprendre par cœur des dates, des définitions, me taper des cols, lire et commenter des textes écrits exclusivement par des hommes blancs, hétéros, cisgenres. J'arrive à mon premier cours de la journée. On est mercredi, il est 8h30. Le professeur d'espagnol nous distribue nos devoirs maison. Il garde ma copie dans ses mains. Il me regarde avec ses grosses lunettes. « Mademoiselle Daas, vous voulez bien sortir avec moi 2 minutes ?» Je me lève, range ma chaise sous ma table. Je sens son impatience. Je n'ai pas le temps de prendre ma veste. Je le suis bêtement. Il est déjà dehors, la porte refermée. 2, 3 élèves me suivent du regard. Je suis en t-shirt, alors je sens le vent me caresser les bras. Mes poils se hérissent, ça me chatouille. « Voilà, mademoiselle Daas. » Il dit ça avec une bonne voix virile en me regardant droit dans les yeux. « Je ne ferai rien. Vous pouvez être tranquille. Mais je veux juste savoir la vérité. » Il laisse un temps de suspense pourri. « Qui a fait votre devoir ?» Je comprends pas bien, alors je dis en souriant « Mon devoir maison ?» Parfois, quand les gens doutent de moi, je me mets moi-même à douter. C'est marrant, j'invente des scénarios pour leur donner raison, mais cette fois, j'en avais pas envie, parce que le travail avait été facile
et que je n'avais pas eu de plaisir à le faire. Je n'ai pas répondu. J'espérais qu'il m'annoncerait que c'était un poisson d'avril en février, n'importe quoi, mais c'était pas le genre de mec à faire des blagues. J'ai cru encore qu'il finirait par se reprendre, qu'il sentirait, grâce à mon silence, que c'était lui, la putain de grosse blague. Il a recommencé son délire. Ok, très bien. Qui vous a aidé ? Je commençais à fatiguer, mais j'ai quand même répondu. J'adore l'espagnol. J'avais 18 de moyenne au lycée et j'ai eu 16 au bac. Puis, j'ai réalisé que prouver, démontrer, me rendre légitime, montrer ce que je valais n'était pas le lot des autres élèves qui étaient à l'intérieur, au chaud. Personne n'avait à argumenter pendant 10 minutes en t-shirt dans le froid pour prouver qu'il avait bien mérité un 17 sur 20. Un mois plus tard, j'ai arrêté la prépa. Je ne suis pas allée en médecine, je n'ai pas intégré Sciences Po, j'ai écrit. Alors, Sarah Chiche, vous avez lu ce livre. Oui. Vous avez un commentaire peut-être? Évidemment, c'est un des nombreux passages de ce livre qui m'a violemment plu, parce qu'il est aussi, pour une raison personnelle, parce qu'il est question de médecine et de médecins dans Saturne, mais au-delà de ça, j'ai été stupéfiée par ce qui est raconté là sur un mode extrêmement littéraire. C'est abominable, c'est abject. Comment est-ce qu'on broie des individus comme ça, en leur assénant de façon extrêmement dogmatique, patriarcale, enfin des horreurs. Hein. On est jeune, on est plein de ferveur, on a envie d'apprendre, on aime travailler, et on ne vous croit pas parce que quoi ? Parce que vous êtes une fille, ou parce que vous n'êtes pas très blanche, ou parce que... Et donc, du coup, forcément, vous ne pouvez pas être bon en classe, ou bonne en classe. Et ça, c'est abject, hein, ça broie des gens. Alors, parfois, ça les broie, et puis ils en font quelque chose, mais parfois, ils ne peuvent pas. Vous n'avez pas reçu les livres, non, donc vous n'avez pas pu les... J'ai reçu le livre de Sarah la veille de mon départ. Alors c'était trop court pour le lire. En fait, j'aime bien lire les livres dans leur temporalité. J'ai du mal à lire les livres hachés. Donc j'ai pas eu le temps et j'ai pas reçu le livre de Fatima, mais que je vais me procurer. Alors vous aurez beaucoup de plaisir à le lire, parce qu'il y a une voix, il y a un style, il y a vraiment une... Ça donne très envie. Parce qu'en fait, il faut préciser peut-être que Fatima Das, c'est un pseudonyme. Et on ne va pas jouer à l'autofiction. C'est un roman, voilà. Et votre livre aussi est un roman, oui. Bien qu'il y ait une partie, vous l'avez dit au journal Le Temps, il y a une partie d'autofiction. Non, je ne crois pas trop au concept d'autofiction, je dirais davantage peut-être roman autobiographique. C'est vrai que le point de départ, cette rencontre avec cette femme à laquelle vous avez quasiment assisté, est tout à fait réel. Simplement, pour moi, au bout d'un moment, vous voyez, c'est plus la vie. On s'en fout. Moi, j'ai rien à revendiquer. Ce que je ne veux rien, je demande rien. La seule chose que je creuse, c'est une écriture. Donc même Sarah, ça devient juste un personnage que je traite exactement sur le même mode que les autres personnages. Ce qu'il s'agit de raconter, c'est faire surgir de ce creusement, depuis le noir, depuis l'obscur, des mondes perdus, des êtres, et de regarder... Au fond, c'est un travail peut-être parfois proche de l'enluminure ou de la thanatopraxie, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, de l'embaumement aussi de ces mondes perdus, de ces êtres disparus. Et je m'en fous totalement d'y être ou pas. Voilà. De ce qui s'est vraiment passé dans votre famille. J'écris sans consolation, sans recherche de consolation ni ressentiment. La littérature de règlement de compte, c'est pas du tout mon style. Je conçois que ça puisse l'être pour d'autres, mais ça m'intéresse pas. Donc c'est juste une trajectoire, la trajectoire de personnages, une hantise, une identification mélancolique au père. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes hanté par des mondes perdus, quand vous êtes hanté par un être que vous ne vous souvenez pas avoir connu, dont vous ne vous souvenez ni de son image, ni de sa voix, ni de son sourire, et pourtant il est là en vous et avec vous en permanence.
Et oui, ce que je voulais faire, c'était une première partie qui raconte une famille dévorée par la trop grande richesse matérielle, qui n'est jamais une force aventureuse, mais toujours une force de mort. Donc c'est la démesure maniaque. Et puis, dans une deuxième partie, il y a un jeu, c'est vrai, qui ressurgit et qui raconte l'essence d'une enfance et d'une jeunesse endeuillée, avec un père toujours déjà perdu jusqu'à un effondrement. Oui. Quand Sarah Chiche parle de creuser pour aller rechercher, faire ressurgir ces personnages, c'est exactement ce que vous avez fait. Vous êtes parti de ce souvenir d'enfance et puis vous avez mis en lumière cette femme que vous n'avez pas connue, que plus personne de vivant n'a connue, à la recherche d'une identité qui est celle de votre lignée, même si vous ne la percevez pas aussi fortement, comme vous l'avez dit tout à l'heure. En fait, je ne vais pas aller creuser un souvenir d'enfance, en fait. C'est parce que vous me parlez de l'origine et je me suis rendu compte en écrivant que, en fait, on est surpris par l'origine des choses et qu'il se trouve que à l'origine de ce personnage, en fait, j'avais ce souvenir dont mon père m'avait parlé. Moi, je ne sais pas si je suis quelqu'un qui creuse particulièrement. Je suis quelqu'un de gai, mais de très grave, en fait, assez profond, qui est très bien dans la profondeur des choses. Et donc, du coup, je suis assez curieuse de toujours de l'origine. Et voilà. Et puis, je pense avoir des points en commun, avec. J'ai un trou d'un coup Fatima. Avec Fatima. Fatima, excuse-moi. Parce que je suis d'une mère blanche, bretonne, catholique, d'un père noir, sénégalais, musulman. Et donc on se situe dans un endroit que j'aime, parce qu'on se situe dans un endroit qui est plus un endroit où on est dans un poste d'observation, mais on n'est pas dans un endroit de jugement. Parce qu'en fait, tout ce qui nous est proche, normalement, socialement, se divise. Et moi, je trouve que c'est la force et la puissance du métissage. C'est qu'on est, on regarde les choses avec recul. Parce que enfant, je ne choisissais ni ma mère, ni mon père, ni mon grand-père breton, ni mon grand-père musulman. Je n'étais pas dans le jugement, ni dans la polygamie de mon grand-père, ni dans le fait que mon grand-père breton était coureur de jupons. Et que voilà, donc j'étais juste un peu comme ça, dans l'observation. Et donc je suis faite de cette observation. Voilà. Est-ce que vous voulez bien lire le passage qu'on a choisi ? Alors. Ton absence, les mots que tu ne savais pas lire, ta mort passée inaperçue, le courage d'Aline me force à écrire pour retracer son histoire et celle de tes ancêtres pour que personne ne l'oublie. Pour que je ne t'oublie pas, mon père. J'aimerais te rendre les mots que tu ne savais pas écrire, les mots que je n'ai pas pu te dire. Mon père, tu n'as pas été enterré, pas de danse funéraire où les femmes tanguent jusqu'à épuisement et où les hommes sont recouverts de boue selon le rituel diola. Tu as été déposé dans une fosse commune, dans un pays qui n'était pas le tien, loin des sons rythmés des tam-tams. Il faisait froid, c'était l'hiver, la terre était gelée, tu étais seul. Un homme à la peau noire, perdu dans la neige blanche, avec ses rêves brisés sans personne pour le pleurer. Sache que ton corps avachi au fond de la fosse commune, avec tes yeux encore ouverts, un peu perplexes, comme souvent les morts, tes longs bras de danseur repliés à jamais, ton dernier souffle, sans l'ombre d'une prière, pour te rassurer et pour laisser à ton âme la possibilité de s'envoler vers un paradis où les hommes ne souffrent plus, me bouleverse au plus profond de moi. Mon livre, c'est la danse rituelle de l'enterrement diola pour toi. J'espère que pour ton âme, il n'est pas trop tard et que tu pourras trouver le repos. Tout le monde croit aux fantômes, même ceux qui n'y croient pas. Nous sommes des irrésolus, des âmes flottantes. Les paroles d'Aline sur les routes de la Casamance, dispersées au-dessus du fleuve et de la grande forêt, on les entend encore. Rien ne meurt, c'est le secret de la mort. Même toi, père disparu, manquant et douloureusement manqué,
Tu continues à vivre à travers moi, mes enfants et tous ceux qui suivront. Merci. Sarah, vous avez un commentaire. Vous avez écouté ça avec une attention très soutenue. Oui, parce qu'il y a une... Bien sûr, on ne peut qu'être touché par cette lettre magnifique, mais au-delà de ça, il y a une écriture, une invocation, l'idée que, voilà, avec la mort, les choses ne s'arrêtent pas. Et c'est très beau que cette lettre soit au début, pour ouvrir l'histoire de cette femme méconnue, disparue et réhabilitée. Ce que j'ai particulièrement... Je n'ai pas terminé votre livre, mais au point où j'en suis, ce qui m'a profondément... séduit et impressionné, c'est cette faculté à, comment dire, de diversification des points de vue. Parfois, on est de plein fouet dans la grande histoire, hein, on sent le souffle de l'histoire, et puis voilà, l'histoire en marche, qui va broyer le pays, comment, voilà, au nom du bien, hein, des individus, de la colonisation, des êtres vont être broyés, et puis des passages plus lyriques, plus intimes, et cette alternance-là me plaît beaucoup aussi. Merci. Oui, on a entendu vos 3 voix parce que je trouvais que c'était important pour les auditeurs qui n'ont pas encore vu vos livres, de sentir à quel point ce sont des livres littéraires, des objets littéraires, et pas ni une biographie, ni une autofiction, mais vraiment des livres avec un style et une recherche de ton qui fait la grande valeur de ces livres. Fatima, vous avez beaucoup travaillé la forme. Comment est-ce que vous avez ressenti ce qui vient d'être lu? C'est très différent de ce que vous faites. Oui, c'est différent. C'est différent dans la mesure où moi, je cherche la phrase courte. Je cherche la phrase qui va dire avec peu de mots. Je cherche la phrase qui fait silence. Et que c'est littéralement différent de l'écriture de Karine. Pardon, on est fatigué aujourd'hui. Qui est plus dans quelque chose comment dire, qui prend plus le temps, je crois. Et moi, j'ai besoin d'aller vers l'essentiel. Très vite. Très vite, ouais. Et de faire un livre court. Ouais. C'était important pour vous. Je ne sais pas si je l'avais pensé. Je ne m'étais pas dit que j'avais envie de faire une forme très courte. Mais en commençant à écrire le premier texte, la forme qui s'est dessinée, c'était tout de suite de courts chapitres. Et c'était aussi pour pouvoir et aller à l'essentiel et en même temps m'attarder sur chaque identité en reprenant à chaque début de chapitre des identités différentes et tout en essayant de les concilier en vain. En vain, oui. J'aimerais me tourner vers Sarah Chiche de nouveau parce que tout à l'heure vous avez dit que Les Enténébrés et Saturne c'est tout à fait différent. En même temps, moi j'ai été sensible au fait qu'il y a des personnages qui reviennent, les mêmes. Donc vous avez dit comme des fantômes avec ou des miroirs et des passages secrets, mais c'est un peu la même histoire d'une certaine manière. Et je me suis demandé si c'était quelque chose que vous aviez prémédité ou si c'est sorti, si c'est arrivé comme ça à la suite de cette rencontre à Genève qui a fait revenir tout le passé. Déjà, pour moi, à nouveau, j'insiste. Je sais pas, mais pour moi, c'est pas du tout la même histoire. C'est vraiment extrêmement dissocié. Il y a un personnage qui est le même. Oui, Ève, c'est peut-être ma Lady Usher. Vous savez, comme dans La chute de la maison Usher, c'est le personnage caché tout au fond de la tombe dans un tout petit coin. Mais qui joue un rôle essentiel. Oui, ma mère, mon plus grand personnage de fiction, c'est vrai. Maintenant, pour moi, ça s'arrête là, parce que, disons que dans Les Enténébrés était ébauchée la question du deuil du père, du deuil inaugural, oui, à un endroit du texte, c'est vrai. Et ce que le cratère que ça avait causé. Maintenant, disons que dans Les Enténébrés, je tournais autour de ce trou, dans Saturne, j'y suis allée. Et c'était toujours déjà pensé, c'était toujours déjà écrit, mais
J'étais persuadée que je ne l'écrirais jamais. Voilà, j'étais persuadée que je ne l'écrirais jamais. Et maintenant, il faut vivre avec le fait de l'avoir écrit. Voilà. Voilà. Vivre avec le fait de l'avoir écrit. Oui. Pour vous, Fatima, c'est un problème de vivre avec le fait d'avoir écrit ce livre, puisqu'on croit toujours que vous êtes Fatima Das, puisque vous portez son nom officiellement. Non, je ne crois pas que ce soit un problème, mais en prenant ce pseudo, c'était aussi pour m'amuser, je crois. Non, alors je pensais que c'était parce que vous vouliez protéger votre famille. Oui, on me redit souvent ça parce que j'ai dit une phrase dans une interview et souvent on me renvoie à ça. Non, j'essaye d'incarner un personnage qui est différent de la personne que je suis dans ma vie, au travail, avec ma famille, avec mes amis. Mais c'est important pour moi de prendre ce pseudo et de porter cette histoire qui n'est pas la mienne mais qui est en même temps une histoire qui ne m'est pas étrangère. Et Fatima, c'est un peu moi, comme ça peut être plein d'autres personnes, j'espère, dans cette salle. Par petits bouts, oui, certainement. Par petits bouts. Et pour vous, le fait d'avoir incarné, donné une incarnation à cette femme si peu connue, vous vous retrouvez chez elle? Il y a un lien personnel avec elle? Comment ça se passe? J'aimerais parce que vous retrouver dans vous en cette parlez erreur. avec une telle empathie, on sent tellement de profondeur et d'intensité dans votre manière de la ressentir. En fait, j'adhère en fait surtout profondément à tout ce qu'elle est. Maintenant, est-ce que je lui ressemble? Non, parce que je change pas le monde vraiment et qu'elle, elle a vraiment changé le destin de son peuple et que moi j'ai peur de mourir. Elle apparemment, elle n'a pas eu peur de mourir puisqu'elle s'est jetée à corps perdu dans la lutte en sachant ce qu'elle risquait. Moi, je suis admirative des héros et des héroïnes qui changent le monde. Maintenant, j'adhère profondément parce que je ne supporte pas l'oppression. Je suis indignée par l'humiliation. C'est quelque chose que je ne pense jamais avoir assisté à une scène dans ma vie, enfant ou adolescente ou adulte, où je voyais quelqu'un humilié devant moi et où je ne me suis pas insurgée. Donc je pense avoir en tout cas marché sur son chemin, en tout cas, mais vraiment très modestement parce que on ne peut pas se comparer à des destins pareils. Vous désirez intervenir? La lecture. C'est juste, c'est juste. Alors on va lui demander de lire In maintenant. absentia. Toute naissance est la mort naissante d'un idéal. Les enfants ne ressembleront jamais trait pour trait à la façon dont leurs parents et leurs grands-parents les ont rêvés. Toute éducation est un échec. Les parents et les grands-parents blessent toujours, souvent même sans le vouloir, un enfant. Peut-être que dans notre famille, les choses se passaient d'une façon plus grotesque que dans d'autres, mais si l'on prend la peine d'y réfléchir, il semble que, quel que soit le milieu, dans une famille, la haine vise toujours, d'une manière ou d'une autre, l'extermination de ses membres les plus vulnérables. Je n'ai plus de peine pour ce qui nous est arrivé. Incapable d'oublier, j'ai dû tout pardonner. J'ai de la peine pour cet art avec lequel les adultes mettent à mort leurs propres enfants. Bien sûr, au début, on se débat, on se révolte. On veut aimer et la mère et l'oncle, et la mère et la grand-mère, et la mère et la tante, et la mère qui se comporte comme un enfant, et les enfants de l'oncle. Comme dans d'autres familles, un enfant veut aimer vaille que vaille, et la mère et le père. Et en retour, on veut être désespérément aimé d'eux. Mais un jour arrive le désastre. On est sommé de choisir son camp. Si tu aimes ton oncle, ta tante, ta grand-mère et tes cousins, c'est donc que tu m'aimes pas. Tu sais, ils n'aimaient pas ton père et ils ne t'aiment pas non plus. Ils n'aiment que le fric. La ferveur fléchit, les yeux pataugent dans la boue quand ils cherchent le ciel. Je suis morte, j'en suis revenue, j'ai pu vieillir.
je suis devenue à mon tour quelqu'un qui soigne. Passer l'essentiel de ses journées à l'écoute de la couleur secrète du monde et du plus obscur de la détresse humaine est peut-être un choix curieux. Mais une solitude qui se sent comprise devient parfois enfin supportable. Le savoir que la mort laisse en nous ne s'efface pas. Après certaines déflagrations, on n'habite plus jamais vraiment avec soi-même. Mais c'est aussi précisément pour cette raison-là qu'il est possible d'aimer plus intensément, puisque tout est déjà perdu. Il n'y a désormais plus rien à perdre. Excusez-moi d'avoir oublié de vous donner la Je vous en parole. prie, mais... On l'attendait avec... En fait, bon. Mais il n'y a aucun problème. Non. Mais est-ce que vous désirez intervenir, mesdames et messieurs? Parce que le temps tourne et peut-être que vous avez des questions. J'espère que vous avez des questions. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà lu l'un ou l'autre de ces livres. Et vous pouvez intervenir quand vous voulez. Pour revenir sur le thème de cette discussion, portrait de femmes, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir écrit des portraits de femmes? Fatima. Il y en a plusieurs dans votre livre. Il y a Rokia, il y a Nina, il y a Fatima, il y a la mère. Ouais, je pense que j'ai fait plusieurs portraits de femmes, et surtout celui de la mère. Le roman commence avec la mère dans son royaume, qui est la cuisine, et le roman se termine avec cette mère. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnages féminins dans ce roman, et que c'était important pour moi de creuser le lien à la mère, le lien à la meilleure amie qui est Rokia, et le lien à Nina, un amour impossible. Ouais, je dirais qu'il y a des portraits de femmes. Chez vous, Aline, évidemment, mais aussi d'autres femmes qui apparaissent. Oui, il y a d'autres... Il y a une femme. Après, il y a beaucoup de portraits d'hommes, hein, surtout, oui. Vraiment, c'est pour ça que ça s'appelle Aline et les hommes de guerre, parce qu'elle est quand même entourée, surtout là, c'est Elle est soutenue beaucoup par un homme, dont le personnage est magnifique, ouais. Mais il y a aussi une femme en contraste avec elle. Marguerite, vous voulez oui. dire? Oui, qui est pas vraiment en contraste, elle est bien loin d'elle. En contraste. Ah oui, en contraste, elle est assez loin d'elle, mais elle est surtout entourée d'hommes, Aline. Hein. Elle est entourée de Martin, de Jean, de son cousin Benjamin, voilà. Et puis après, il y a toute l'arrivée de Gaulle sur Dakar, et donc du coup, ça se passe en pleine Seconde Guerre mondiale. Donc c'était vraiment, pour le coup, elle a dû vraiment se dresser contre... Oui, on n'a peut-être pas précisé que c'est le régime de Vichy et que ça joue un très grand rôle. Oui, parce que la France vient de perdre la guerre et qu'il y a un repli sur les colonies. Et De Gaulle donc, veut devenir le chef de la France libre et donc compte sur son empire colonial. Et donc du coup, ça se passe vraiment... Elle est de toute façon née en 1920. Et donc, du coup, elle devient reine de Casamance vraiment au lendemain de la perte de la France de la Seconde Guerre. Donc, les femmes jouent... C'est elle, la femme, et puis les autres sont moins importantes dans sa vie. En fait, moi, j'ai toujours du mal à extraire le destin d'un être humain parce qu'en fait, on est fait des autres. Et pour le coup, elle est faite des autres, elle est faite d'un contexte historique. Elle est faite d'un climat. S'il n'y avait pas eu la sécheresse, elle n'aurait pas fait tomber la pluie. S'il n'y avait pas eu la guerre, elle ne se serait pas battue contre ça. Et en fait, donc on est fait, puis elle est faite de ses rencontres. Elle est faite de Diakamouné, elle est faite de ses opposants, des gens de qui elle s'oppose. Elle est faite. Dites un mot sur Diakamouné, c'est un tel personnage. Voilà, Diakamouné, c'est une amitié extrêmement particulière parce que c'est une petite fille qui est totalement singulière et qui s'intéresse aux adultes. En fait, les enfants l'intéressent peu et elle tombe en amitié avec cet homme qui est un homme qui a fait la Première Guerre mondiale, qui s'est battu en tant que tirailleur sénégalais pendant la Première Guerre mondiale et qui garde de la France un souvenir doux parce qu'il a rencontré des frères d'armes. Et donc il transporte avec lui cette beauté de ses amitiés. Puis en fait, il va partir des illusions en désillusions, mais il a cette amitié très forte avec Aline. Et voilà, et c'est un homme merveilleux qui est un conteur et qui continuera à conter la légende de son ami très cher. Oui.
C'est un très très beau personnage, oui. Et pour vous, le portrait de femme, c'est pas particulièrement pertinent, me semble-t-il. Non, des portraits peut-être de fantômes d'êtres hommes et femmes, ou qui sont des fantômes de leur vie, qui sont hantés par des mondes perdus. C'est plus des portraits de hantise, oui, deuil de l'enfance et de deuil successifs, deuil de l'enfance, deuil de la fiction amoureuse des parents, hein, de ce qu'on imaginait, de la façon dont ils se sont aimés, deuil de certains liens, hein, et puis comment, au fond, je crois que cette fille dont il est question dans la seconde partie, elle est littéralement hantée par le fantôme de son père. Et donc, à ce titre, ça arrive un moment où elle est totalement hors sexe, hein, elle est ni homme ni femme. Elle se vit même plus comme... se dit qu'elle peut même pas se tuer parce qu'elle a toujours déjà été morte et qu'elle n'a jamais vécu. Et la fin n'est pas totalement négative. Ah non. Non, ça commence par l'histoire aussi de la sonde Voyager qui, le 5 décembre justement 1977, part en direction de Saturne et des géantes gazeuses pour explorer ces planètes-là. Et puis ça termine par une sorte d'arrivée métaphorique sur Saturne. Au fond, Saturne, c'est le seul lieu que je puisse habiter, c'est-à-dire le lieu de l'écriture. C'est le lieu de la mélancolie, mais d'une mélancolie consentie, d'une perte qui a cessé d'être douloureuse. Et c'est le lieu de l'écriture, c'est le seul lieu où l'on peut à la fois vivre avec ses morts, accepter de les perdre et en même temps les rejoindre. Et puis c'est un lieu double. Oui. Pourquoi ? Parce que vous avez fait, il y a l'histoire de la famille, il y a l'histoire de la jeune fille, et puis c'est deux faces d'une histoire imbriquée à l'intérieur de la psyché de cette narratrice. Je voulais que dans l'histoire de la seconde partie, l'histoire de la fille, on retrouve par bribes, par éclats de phrases, par fragments, des paroles qui avaient été prononcées dans la première partie, des ressentis du père, par exemple, ou plus rarement de la mère. Et que ça se répète comme ça par un système d'écho sans que ce soit expliqué. Mais qu'on puisse se rendre compte que là, il y avait quelque chose qui se doublait, qui se répétait, à l'insu des personnages, en fait. Mais vous êtes toute puissante et vous êtes omnisciente. Je ne crois pas. La narratrice tient tous ces fils ensemble. Des questions, mesdames et messieurs, des interventions? Alors, oui, madame. Je vous propose d'enlever le masque pour parler parce qu'on... Comme les textes étaient très émouvants et il écoutait un team pour tous les trois, est-ce qu'il y a des moments donnés que vous devrez mettre ça à côté et puis écrire d'autres choses? Est-ce que des fois ça devient trop lourd? Vous parlez de leur projet d'avenir? Non, c'est que ça vient d'exprimer maintenant. Oui. Je peux commencer par répondre. Oui, dans Saturne, c'est-à-dire même si c'est tout à fait consenti et si ça s'est fait de façon dans un grand effroi calme, il y a des moments où tout de même, vous savez, quand vous mettez les mains dans la neige, ça brûle trop, mais parce que c'est trop froid, c'est très froid. Il y a des moments, effectivement, où... peut être saisi par un certain froid, et donc il convenait de s'arrêter un temps et puis de reprendre ensuite. Et ce qui m'aide dans ces cas-là, c'est je suis une obsédée de la structure et du plan. Et donc c'est de revenir au texte, juste au texte, à l'essence de l'écriture et de faire abstraction de tout le reste. Et quand ça devient juste un geste d'écriture, le plus tranchant possible et le plus à l'os possible, voilà, on continue. Moi, je dirais que ça peut être, ça a pu être violent pour moi au démarrage, et c'est pourquoi j'avais pas très envie de continuer ce texte-là au départ, et que j'ai mis un peu de temps à revenir. Et un peu comme Sarah, j'ai besoin de revenir à l'écriture et aussi de mettre cette distance émotionnelle et d'utiliser la fiction pour justement instaurer cette distance-là. Et pour moi, en fait, à part la lettre que j'écris à mon père, en fait, je suis vraiment
raconte voilà l'histoire. Après, j'ai des moments d'empathie profonde parce que voilà, j'ai déjà une nature empathique, c'est-à-dire que mes enfants ont horreur de venir avec moi voir des films d'horreur parce que je hurle, parce que je rentre vraiment dans un... Et donc en fait, en retraçant en fait et d'être en pleine guerre avec voilà voilà, donc par moments j'avais tous ces moments-là étaient des moments voilà qui étaient voilà un petit peu agités. Mais après, moi, je suis un peu comme Sarah, je suis quelqu'un qui aime la structure de la pensée. Et là, c'est un texte qui nécessitait une concentration. Je ne pouvais pas vraiment me laisser emporter de façon... voilà, on a des moments comme ça qui nous débordent de la plume, qui sont les phrases, et où se situe notre voix. Mais par contre, là, il y avait vraiment moi, j'aime les choses qui sont bien tenues, bien construites, et donc du coup, pour que la narration soit fluide. Et là, il y avait vraiment pas mal de choses à mettre en place, donc j'ai surtout énormément souffert de la structure. Alors, j'étais très intrigué par rapport à votre travail de scénariste, parce que c'est le même genre de problème. Oui, à part que dans un scénario, on n'est pas seul. Ah. Et donc, dans un scénario, on est plusieurs têtes pensantes, on a des retours constamment. Dans ce cas-là, on est dans une solitude effroyable. J'ai une très amie avec une amie à moi qui est écrivain. Je lui dis, écoute, là, je vais tout jeter, c'est pas possible. En fait, Et elle me dit, écoute, là, c'est le moment de le faire lire à ton éditeur. Et en fait, voilà. Donc moi, j'attends très longtemps parce que j'aime pas qu'on lise un texte qui n'est pas terminé, parce que c'est un peu comme une chambre comme ça qu'on ouvre. Voilà. Donc j'essaye d'avoir les choses les plus terminées possibles. Donc le manuscrit était pratiquement... Donc j'ai dit, écoute, j'ai appelé mon éditeur et je lui ai dit, si tu veux, je te lis 50 pages. Voilà, donc je les prends un peu en otage et je lis mes textes à voix haute et après je lui dis, si ça te plaît, je continue, sinon je jette. Et ça marche? C'est comme ça que vous faites chaque fois? À chaque fois. C'est toujours le même... Non, c'est pas le même éditeur, vous avez changé? Non, j'ai toujours le même éditeur. Moi, c'est toujours Muriel Beyer, en fait. C'est toujours la même personne. J'étais chez Plomb, oui. Et elle a monté l'Observatoire. Voilà. Donc j'ai suivi Muriel Beyer, et puis c'est la directrice de la littérature qui a changé. Donc là, j'ai aussi Dana à l'Observatoire, qui est une merveilleuse éditrice. Donc vous avez une victime qui vous écoute sur 50 pages et qui vous dit il faut continuer. Voilà, ou pas. C'est magnifique. Par rapport à l'écriture d'un film... Aussi, excuse-moi, en fait, je ne veux pas la prendre en otage, c'est qu'en fait, je pense que j'ai une oreille musicale et que j'écris, par exemple, quand j'écris des scénarios, moi je suis aussi dialoguiste. Et donc en fait, j'ai besoin d'entendre à l'oreille les textes pour savoir aussi, voilà, donc je lis beaucoup à haute voix, pour ça, surtout. Alors Fatima, j'ai pensé que c'était un peu le cas aussi, vous travaillez à haute voix. Ouais, je lis constamment mon texte, j'écris une phrase, je la lis, je la relis à haute voix pour voir si ça sonne bien. J'ai besoin de trouver le bon rythme, les bons mots, la bonne phrase, la phrase coup de poing. Ouais. Vous auriez envie de travailler dans le cinéma, de faire des scénarios, c'est un genre de choses qui vous intrigue? Ça m'intéresse. Après, je ne sais pas si c'est quelque chose que je désire actuellement, mais ça m'intéresse, le cinéma de manière générale. Ouais. Mesdames et messieurs, c'est le dernier moment. Oui. Oui. Plus fort. On n'entend rien. Pardon, je vous entends. Il faut vous approcher, on ne vous entend Elle pas. vous a entendu sur France Inter, tu as reçu un prix. Reçu un prix. D'accord. On ne sait pas du coup. Je vous laisse interpréter, imaginer.
Peut-être dans un deuxième roman. Merci beaucoup. Mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que vous avez, Fatima Das, la narratrice, essaye d'avoir une relation, d'essayer d'avoir un regard équilibré et compréhensif. Oui, c'était important pour moi de ne pas virer dans un... Justement, tout à l'heure, Sarah, tu disais que la littérature, c'était pas de rendre des comptes. Et je pense que c'est très important de ne pas être dans ça, de ne pas prendre un ton accusateur. Et Fatima, le personnage, essaye d'entretenir une relation avec son père, mais qui semble aussi impossible. Il est présent pendant l'enfance, mais il y a à un moment donné, à l'adolescence, une rupture. Et c'est pourquoi on ne sait pas trop comment ça se passe, ou s'ils sont encore en lien ou pas. Oui, je vous en prie. Le 4 mai 2019, j'ai vu pour la première fois Sarah Chiche avec Marielle Massé. Je crois que vous étiez aussi présent pour les interroger. Oui. Et puis, en commençant le livre de Sarah Chiche, et de constater qu'elle avait vécu une émotion pareille, celle d'entendre parler de son père après la séance de signature, le jour où je l'avais rencontré, je trouvais ça incroyable. J'ai aussi vécu une situation telle que celle-ci, mais pas le 4. Ça m'a d'autant plus touchée. Il reste tous les autres jours de l'année pour vivre le tragique, l'ordinaire, le banal, l'exceptionnel. Voilà. Vous évoquez ce jour-là, j'ai envie d'en parler, je me souviens que j'avais peur d'entrer dans le livre Les Enténébrés, que j'ai lu depuis bien sûr, et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis, voilà, je ne connais pas les autres écrivaines, mais en tout cas, j'encourage vivement tout le monde à lire Sarah Chiche. Merci. D'autres interventions? J'aimerais, pour les quelques minutes qui restent, vous demander, vous avez dit qu'il faut vivre avec le fait d'avoir écrit ce livre. Comment est-ce qu'on continue? Vous voyez? Pardon? Non, mais moi, je suis tellement ravie en fait d'avoir écrit ce livre parce que en fait, j'ai commencé il y a 3 ans, mais je pensais pas arriver dans un moment de la société où il y avait où le problème justement de l'identité est un problème totalement actuel. L'écologie, il y avait plusieurs choses en fait que je soulève dans le livre. Et quand j'ai vu en fait toutes ces tout ce qui se passe, la folie de ce qui se passe aux États-Unis, avec ce qu'on a vu avec Floyd, avec je sais que mon fils qui a 17 ans, qui étudie aux États-Unis, quand il est arrivé à l'école, on l'a mis dans une pièce avec tous les noirs. Donc il suffit d'avoir du sang noir pour être considéré comme noir aux États-Unis. Et on leur a appris comment faire pour s'ils se faisaient arrêter par la police. Donc en fait, ils avaient des gestes très précis, à baisser les yeux, à mettre les mains sur le... Et c'était seulement en fait les étudiants noirs qui étaient dans ce gymnase. Mon fils arrivait d'Europe. Et donc du coup, c'était... on n'est pas étonné de ce qui se passe aujourd'hui. Et en fait aussi... donc à cause de ce qui s'est passé donc avec le Black Lives Matter, on a assisté à beaucoup d'interventions en France, de penseurs, de politiques. Et une fois, j'étais un soir à la télé et on entendait des politiques parler. Et un jour, je vois cet homme qui se permet de ricaner. En fait, qui sourit un peu sarcastique en disant « mais on va quand même pas se comparer aux États-Unis ». En fait, il ne s'agit pas de se comparer aux États-Unis, il s'agit de prendre en compte sa propre histoire et de faire un devoir de mémoire sur le colonialisme, qui est un véritable sujet en France, un problème identitaire sérieux, dans lequel, et donc du coup, juste le fait de dire « c'est pas nous, c'est eux », en fait, j'étais contente de pouvoir, en fait, à ce moment-là, parler de mon livre, en ce moment. Merci beaucoup. Je pense que nous allons arrêter là. Les livres sont au fond de la salle. Vous allez dédicacer, puisqu'il n'y a plus de tentes, mais au moins ceux-là, vous pouvez les avoir et les faire dédicacer.
Oui. Ce que je Oui. vous propose, c'est que les personnes qui ne souhaitent pas dédicacer le livre peuvent partir d'abord. Ça laisse le temps aux autres de prendre la place de l'organisme. Mais d'abord, on les applaudit, on les remercie.